Bonjour, nouvelle capsule vidéo pour vous présenter le chapitre Comprendre 7, temps et évolution d'un système chimique. En introduction, on va commencer par une observation expérimentale. Donc, on prend des ions permanganate, des ions fer et de l'acide oxalique. Dans un premier bécher, on va mettre de l'acide oxalique, dans le deuxième, des ions fer de plus. Et dans les deux cas, j'ai la possibilité de le faire réagir avec des ions permanganate. Et vous voyez, je mets quelques gouttes d'ions permanganate, donc je suis sûre que c'est mon réactif limitant. Ben voilà ce qu'on obtient. C'est-à-dire que dans le bécher numéro 1 qui correspond à celui-ci, le bécher numéro 2 qui correspond à celui-là, ici, je vois que dès l'ajout du permanganate dans la solution de fer, ben ce permanganate se décolore. Autrement dit, il réagit immédiatement en présence des ions Fe2+. En revanche, deuxième bécher, si je mets ce même permanganate à réagir avec l'acide oxalique, ben vous voyez qu'ici, j'ai toujours ma coloration violette due au permanganate. On pourrait se dire, ben, les deux ne réagissent pas, j'ai juste ajouté le permanganate à l'acide oxalique. En fait, si on attend 5-10 minutes, ben ce bécher numéro 1 va exactement ressembler au bécher numéro 2. Donc les ions permanganate réagissent bien avec l'acide oxalique, mais par contre, c'est pas immédiat. Donc jusque-là, les seules réactions que vous aviez vues, c'était des réactions de ce type-là. En tout cas en chimie. Parce qu'en fait, dans la réalité, vous en connaissez déjà des réactions lentes. Ici, la rouille sur une voiture, heureusement que ça ne se produit pas instantanément. Et puis ça, c'est un rappel de ce que vous avez vu l'année dernière quand vous avez fait de l'oxydoréduction. Ici, c'est une solution de une solution de cuivre avec des morceaux de fer. Ben, le fer, petit à petit, il se recouvre de cuivre, réaction lente. Et puis, si je suis ici avec du fer et de l'eau, ben, la réaction est encore plus lente. Donc, à retenir la définition, une réaction est rapide si elle arrive à son état final dès le contact des réactifs. On considère que sa durée est inférieure à la persistance rétinienne, 1/10 de seconde. Et les réactions support au dosage, c'est l'exemple type de ces réactions rapides qu'on a déjà utilisées. Dans le cas contraire, ce sont des réactions lentes. Et maintenant, on va essayer de savoir quels sont les moyens d'étudier ces réactions lentes. Premier exemple, on va partir de ce protocole. Donc, définition, la cinétique est une branche de la chimie qui étudie l'évolution en fonction du temps, puisque le temps intervient, des concentrations des réactifs ou des produits. Et normalement, plus généralement, on va partir de l'évolution de l'avancement de la réaction en fonction du temps. Donc, première étude, on retrouve ici des plaques de chromatographie sur couche mince. La première, qui va correspondre à notre état initial. J'ai mis deux espèces qui sont nos références. L'espèce numéro 1, ici, on nous dit que c'est de la fluorécéine, et l'espèce 3, c'est de l'éosine. Et en position 2, je mets un mélange réactionnel de fluorécéine et de dibrome. Eh bien, juste au tout départ de la réaction, je vais retrouver cette fameuse fluorécéine à la même hauteur que le numéro 1. Au bout de 30 minutes, je refais une chromatographie. Ici, vous voyez que la tâche, elle est de plus en plus faible. Alors, vous pourriez me dire, oui, bah, c'est juste qu'on n'en a pas déposé assez ici. Ok. T égale 60 minutes. Là, la tâche en fluorécéine, c'est vraiment amoindri. Et est apparue une nouvelle tache, ici, qui se trouve à la même hauteur que l'éosine. Ce qu'on est en train de montrer, c'est que petit à petit, la fluorécéine réagit pour se transformer en éosine, mais qu'il lui a fallu 60 minutes quand même pour faire apparaître cette éosine. Au bout de 90 minutes, la tache, ici, du réactif de départ fluorécéine a disparu. On n'a plus que notre produit final, l'éosine. Eh bien, la chromatographie, c'est un moyen de suivre la cinétique d'une réaction.
c'est pas un moyen qui est quantitatif, parce que vous voyez bien qu'on peut pas, on est entre 60 et 90 minutes, donc on ne sait pas exactement quand est-ce que la réaction s'est arrêtée, mais c'est déjà une première approche. Autre manière de faire qui va nous permettre d'avoir du quantitatif. On va partir d'une réaction particulière, la réaction entre les ions iodure, I-, l'eau oxygénée, on est en milieu acide, et on doit former du diode, I2, et de l'eau. Donc je vous montre, ici on a mis des ions iodures, on rajoute très rapidement de l'eau oxygénée, et de suite vous voyez apparaître déjà une teinte un peu jaune. Mais c'est clairement pas la teinte qu'on atteint ici dans l'état final qui nous a été donné en témoin. Il faut que j'avance la vidéo pour que déjà voir apparaître une teinte beaucoup plus foncée ici. Et puis à la fin de la vidéo, j'ai quasiment la teinte qui correspond à notre état final. Alors ça nous met en évidence quoi? Ça va nous mettre en évidence que si j'ai des espèces colorées, je vais pouvoir réutiliser un outil qu'on connaît déjà, la colorimétrie, l'absorbance de la solution. Ici, si je travaille à une longueur d'onde bien précise correspondant à l'absorption maximale de I2, je n'ai que cette espèce chimique qui va absorber. Donc elle va me donner des informations sur l'évolution de cette réaction. Alors comment? Non, c'est pas ça. Si je suis mon tableau d'avancement, j'ai fait indiquer petit x, l'avancement de la réaction, qui correspond exactement à la quantité de I2 qui va apparaître au cours du temps. C'est aussi la quantité de H2O2 qui disparaît, et c'est 2 fois la quantité de I- qui disparaît. Bon, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que finalement, si je connais l'absorbance de I2, je connais sa concentration, puisque je sais d'après Berlambert que c'est proportionnel. Donc finalement, je connais l'avancement de la réaction. À quoi va ressembler cette courbe d'avancement de la réaction? Ici, j'ai un produit. Petit x ne peut que augmenter au cours du temps. Augmenter jusqu'à ce qu'il atteigne sa valeur maximale, x max. Et voilà à quoi va ressembler la courbe. Ici, j'ai l'absorbance en fonction du temps. L'absorbance de I2, on vient de voir que c'est directement proportionnel à l'avancement de la réaction. Et je retrouve que cette absorbance est croissante, puis elle atteint sa valeur maximale. Donc que représente le graphe ci-contre? Absorbance de I2 en fonction du temps. En quoi permet-il de suivre l'évolution temporelle de la réaction et pourquoi? L'absorbance de I2 est proportionnelle à la concentration de I2, notre produit de la réaction, donc proportionnelle à l'avancement de la réaction. À partir de ce graphe, on va pouvoir faire du quantitatif. Définition. On définit le temps de demi-réaction, qu'on va noter T1,5, comme la durée au bout de laquelle l'avancement de la réaction est égal à la moitié de son avancement final. Si je reprends mon tableau d'avancement, où cette fois-ci j'ai mis x max, je vais chercher à quelle date x est égal à x max divisé par 2. Avancement final divisé par 2. On reprend notre proportionnalité. X max est proportionnel à la concentration de I2, qui est proportionnelle à l'absorbance de I2. Donc sur mon graphe ici, qu'est-ce que je vais aller chercher? L'absorbance finale de ma solution. Cette absorbance finale, 0,60, va me renseigner sur l'absorbance correspondant à un avancement égal à la moitié de l'avancement final. Cette absorbance correspondra bien évidemment à l'absorbance finale divisée par 2. Et ce que je cherche maintenant, c'est la date à laquelle, la durée au bout de laquelle je suis arrivée à cet avancement maximal divisé par 2. Donc il me reste à aller chercher la date à laquelle tout ça s'est produit. Ici, c'est pour 78 secondes. Le T1,5 de cette réaction, c'est 78 secondes. C'est la seule chose quantitative qu'on va vous demander pour ce chapitre. Savoir trouver un temps de demi-réaction. Ça, c'est sur un premier graphe, absorbance en fonction du temps, pour un produit de la réaction.
Si je reviens à la première expérience dont je vous ai parlé, avec le permanganate, la solution était violette, et puis petit à petit, le permanganate réagissait avec l'acide oxalique, et donc forcément, la solution était de moins en moins colorée. Si je fais pareil, que je cherche la longueur d'onde maximale de ce permanganate, et que je mesure l'absorbance de la solution au cours du temps, cette fois, qu'est-ce que je vais voir? Puisque la teinte est de plus en plus claire, je vais avoir une absorbance qui va diminuer. Cette absorbance diminue puisque j'ai de moins en moins de permanganate dans la solution puisqu'il réagit. Donc je vais trouver un graphe qui va avoir cette allure. Courbe décroissante au cours du temps. Là aussi, je peux trouver le terme demi. Pourquoi? À la date t égale 0, j'ai une absorbance initiale qui vaut ici 0,025. Lorsque je vais atteindre x qui sera égal à x max divisé par 2, ça voudra dire que le permanganate aura réagi de telle façon que sa quantité de matière sera égale à la moitié de la quantité de matière initiale que j'avais dans mon mélange. Donc, ce qui va me donner une absorbance moitié de l'absorbance initiale cette fois-ci. Je n'ai plus qu'à chercher l'abscisse de ce point, 67 secondes. Donc vous voyez, vous avez deux courbes. Une courbe décroissante si je suis l'évolution d'un réactif, une courbe croissante si je suis l'évolution d'un produit. Et à vous de réfléchir, vous avez ce petit QCM pour retrouver ce qu'on vient de faire sur cette première partie. Donc vous mettez pause, moi par contre je vais vous donner la réponse. Alors ici, on étudie la réaction entre le chlorométhane, les ions OH-, qui vont former du méthanol et du chlorure d'hydrogène. Les réactifs, les produits. Deux courbes, une courbe décroissante et une courbe croissante. D'après ce qu'on vient de voir, courbe décroissante, c'est pour l'un de ces deux réactifs. Courbe croissante, c'est pour l'un de ces deux produits. Donc la courbe rouge qui est décroissante, ça ne peut être que pour CH3Cl. La durée TD est définie par un expérimentateur comme la durée pour laquelle l'avancement petit x est égal à 1,75. L'avancement de la réaction, on l'a vu au tout début, va être directement donné par la quantité de CH3CO2H qui est produit. J'ai partout des coefficients 1, donc c'est très simple. La quantité de méthanol, c'est celle-ci. Et bien pour 1,75, je suis quelque part par ici, un peu moins de 1,5 minutes, donc pour 1,4 minutes. Le temps de demi-réaction de cette transformation, je peux le trouver soit avec la courbe bleue, soit la rouge, mais j'obtiendrai la même chose. Avec la courbe bleue, la quantité de matière finale, c'est 2. Donc l'avancement maximal, c'est 2. Si je divise cet avancement maximal par 2, ça me donne un avancement qui vaut x égale 1. Je vais chercher l'antécédent sur cette courbe bleue, un peu moins d'une demi-minute, 0,4 minutes. Donc cette réponse-là. Allez, voilà pour la première partie de ce cours. Vous aurez la deuxième partie sur une deuxième vidéo.